Aujourd'hui, nous allons implémenter dans l'écran noir. On a couvert les concepts de base, Les fondamentaux. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons implémenter les fonctionnalités de notre projet Gestion des restaurants. Sans trop tarder, venez avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Et oui, on est bien dans l'écran noir cette fois-ci. Nous allons implémenter toutes les fonctionnalités qu'on a vues pour ce projet. Donc, j'ai fait exprès de ne pas créer le projet à l'avance. Nous allons ensemble créer notre projet Java. OK? New Java Project. Et on va dire, bon, on veut créer un projet Java, pas un projet Gradle ni un projet Maven, projet Java pur. OK? Nous allons tout simplement choisir l'endroit pour déposer notre projet. Il y a gestion, on va pas mettre dans gestion restaurant. Nous allons mettre dans Java Tutorials. Bien. Comment on va l'appeler? On l'appelle projet, voilà, gestion restaurant. Bien. Et notre projet a été créé. On va rentrer dans notre classe principale, la classe app. On va virer tout simplement tout ce qu'on trouve à l'intérieur de notre méthode main. Passons tout de suite à notre roadmap. Dans un premier temps, nous allons procéder à la configuration des messages, c'est-à-dire les délimiteurs et les couleurs des textes. À l'étape 2, nous avons la gestion du menu principal. Et en troisième position, nous allons faire la gestion des clients, à savoir la file d'attente. À l'étape 4, nous avons la gestion des salariés. Puis, nous allons enchaîner avec la gestion du menu du restaurant, c'est-à-dire les plats et leur prix. À l'étape 6, nous avons la gestion des ressources, à savoir les tables et assiettes du restaurant. Puis, nous allons continuer avec la gestion de la prise des commandes. À l'étape 8, nous avons la gestion de la préparation des commandes, servir le client. Et en dernière étape, nous avons la gestion de l'addition et du paiement. Commençons par la configuration des messages. Pour ce faire, nous allons commencer par utiliser les codes ANSI. Voilà. Les codes ANSI, ça va nous permettre tout simplement d'ajouter des couleurs à nos messages. Donc, qu'est-ce que c'est ANSI? ANSI, c'est American National Standards Institute. C'est une organisation privée non gouvernementale aux États-Unis qui développe et approuve des normes techniques pour divers secteurs industriels, y compris l'informatique, les télécommunications et bien d'autres. Nous allons utiliser ces codes. Bon, si vous voulez une petite explication, vous avez /033, c'est un caractère d'échappement. Après, le crochet 31M, ça indique la couleur. Voilà. Donc, ça nous permet tout simplement de dire quelle couleur qu'on souhaite pour notre texte dans la console. On va voir comment on va utiliser ces codes pour pouvoir afficher le message avec la bonne couleur. Alors, dans un premier temps, je vais afficher un petit message quand on lance l'application. Bienvenue dans Solid Code App Restaurant, par exemple. OK? On va afficher ce message au lancement de l'application. Au tout début. OK? D'accord. Maintenant, le but même de cette partie, c'est tout simplement de définir des méthodes utilitaires qui vont nous permettre d'ajouter des couleurs à des textes, mais aussi des délimiteurs. Alors, comment on va faire? Pour afficher des messages, nous allons utiliser une méthode. On va créer une méthode qui s'appelle afficher. OK? Oui. Méthode qui permet d'afficher un message. Bien. On va dire public static void print message, non. Public void affiché de préférence. OK? On va lui passer le message en argument, string, message.
OK? Et cette méthode va faire quoi? La méthode va se contenter d'afficher notre message. Et du coup, moi, j'ai pas envie que mon message s'affiche avec la couleur vert. Je vais pas faire ça. Je vais que mon message s'affiche avec la couleur blanche, donc la couleur reset qu'on a définie là-haut. OK? D'accord. Là, quand on fait println avec reset que vous avez là, c'est une couleur. C'est-à-dire, on dit que c'est cette couleur-là que je vais ajouter. Ici, c'est la couleur blanche. Donc, ce message sera affiché en blanc. D'accord. Okay. Voilà. On aurait pu faire ça séparément. On aurait pu faire 6 O. Comme ça sépare les choses. OK? Oui. Pas println, hein. Print, pour ne pas que ça retourne à la ligne. OK? Et c'est tout. On peut faire comme ça. Comme ça, on sépare un petit peu chaque ligne pour qu'on puisse mieux comprendre. OK? Donc, maintenant, c'est quand on veut afficher un message avec la couleur blanche. Rien. Du coup, on va afficher un message d'erreur. OK? On va dire méthode qui permet d'afficher un message d'erreur. Bien. On va dire afficher erreur. Eh bien, il a compris. Donc, on met la console en rouge d'abord. Et puis, on affiche notre message. Et puis, après, on pense à faire un petit reset. Maintenant, on doit créer une autre méthode utilitaire qui va nous permettre d'afficher un message succès. OK? D'accord, oui. Oh, bien. Un message succès, on a dit, c'est un message qui s'affiche en vert. Donc, on met la console en vert. Et puis, on affiche notre message qui sera du texte vert. Et puis, on fait un petit reset. Comme toujours, on pense toujours à réinitialiser. D'accord. OK? Oui. On a ces 3 méthodes utilitaires qui vont nous aider. Quand on veut afficher quelque chose à l'utilisateur, on va faire appel à l'une de ces méthodes. OK. Maintenant, je veux que la console soit agréable. C'est-à-dire, l'utilisateur doit juste un petit coup d'œil, il comprend ce qui est écrit. Donc, on doit essayer d'utiliser des délimiteurs. OK? Nous allons utiliser des délimiteurs qui délimitent un petit peu chaque message. OK? Donc, on va dire méthode qui permet de délimiter une opération. Bien. Et là, on va l'appeler. Pourquoi tu veux ça? C'est parce que moi, je vais l'appeler de préférence début et fin délimiteur. OK? OK. Bien. On l'appelle comme ça. Début délimiteur. Au début, on a souvent un titre pour l'opération. C'est pour cela que je lui passe un titre en argument. Donc, la méthode prend un paramètre, c'est le titre. Oui. Et puis, pour la fin, on délimite tout simplement. Il n'y a pas de message. OK? D'accord. Okay. Donc, ces méthodes vont nous aider. Ici, nous venons de configurer notre console et notre environnement de travail de manière à se faciliter un petit peu la vie. OK? Maintenant, passons à la gestion du menu principal, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités de notre application. Nous connaissons déjà l'ensemble des fonctionnalités. Par exemple, faire la queue, voir les plats, passer une commande, demander l'addition, voir la file d'attente, voir le statut des tables, préparer commande et servir client. Du coup, on est en train de réfléchir sur quelle structure de données qu'on pourrait utiliser pour stocker ces informations. D'après toi, Marie, quelle structure de données qu'on pourrait utiliser? Je pense que vaut mieux utiliser un array. OK. Tu me proposes un array de Java. Oui. Alors, pourquoi? Parce qu'on connaît déjà la taille de notre tableau. Donc, ce ne sera pas un tableau dynamique. OK, c'est un tableau de taille fixe puisqu'on connaît déjà la taille. Vaut mieux utiliser un array. OK? Oui. On va appeler notre array menu principal. Justement, on va déclarer notre tableau ici. Menu principal qui aura faire la queue pour signaler sa présence, voir les plats, etc. Oui. OK. Maintenant qu'on a créé ça,
on est content, on va créer une méthode. Cette méthode va nous permettre d'afficher ce menu à l'utilisateur. Ok. D'accord? On doit pouvoir afficher ce menu à l'utilisateur. Alors, ce qu'on va faire, on va créer cette méthode ici. Public static void afficher menu principal. Ok. Bien. Pour afficher le menu principal, nous allons tout simplement nous baser sur une boucle. Sachant qu'on a un tableau array classique de Java, oui. On va tout simplement boucler. Est-ce que j'utilise un bon format pour présenter? Bon, je vais essayer de mettre un petit espace pour formater un peu. Voilà. Voilà. Sauf que afficher menu principal, j'aimerais qu'il y ait quand même un titre. Ok? Oui. On va donner un délimiteur. Début délimiteur. Ce sera quoi? Menu principal. Bien. Bien. Sauf que il y a un truc qui me chagrine ici là. C'est quoi? Ici, je m'amuse à utiliser système.out.println. Non? Alors pourquoi j'ai créé des méthodes utilitaires si c'est pour utiliser système.out.println? Je ne veux pas de ça. Je vais tout simplement utiliser la méthode que j'ai créée qui s'appelle afficher. Afficher. Ah, faut pas oublier qu'on avait créé une méthode qui s'appelle afficher ici. Wow. Son rôle, c'est d'afficher un message que je lui passe en paramètre. Ok? Oui. Donc du coup, là, il va tout simplement afficher. À chaque tour de boucle, il affiche quelque chose. Ah, ça, c'est intéressant. Très bien. Oui. Maintenant, ce que je propose, on peut commencer déjà par tester pour voir est-ce que notre menu s'affiche dans l'écran. Ok? Oui. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on appelle cette méthode à l'intérieur de la méthode main. Oui. Ok, on va l'appeler. Après avoir affiché bienvenue, on va dire afficher menu principal pour voir un peu ce que ça va sortir. On va lancer l'application. Qu'est-ce qu'on a ici? On a menu principal, faire la queue, voir les plats, passer une commande. On a tout ici. Parfait. Là, on est content. On voit notre menu principal qui s'affiche. Sauf que maintenant, l'utilisateur ne peut pas encore saisir quelque chose, ne peut pas faire un choix. On doit permettre à l'utilisateur de faire un choix. Maintenant qu'on a affiché le menu principal, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités à l'utilisateur, il nous faut un système nous permettant de récupérer son choix. Il faut lui permettre de faire un choix. Nous allons créer une méthode qui va nous permettre de récupérer son choix. Ok? Oui. On va l'appeler méthode qui permet de récupérer le choix de l'utilisateur. Ok? Donc, cette méthode, on l'appelle lire choix utilisateur. Pourquoi pas? Ok? D'accord. Lire choix utilisateur. Pourquoi pas? Public static void. Bien. À l'intérieur de cette méthode, nous allons tout simplement penser à lui demander de faire un choix dans le menu qui s'affiche. Entrez le numéro de votre choix, s'il vous plaît. D'accord. Ça, c'est cool. Et on doit utiliser un scanner. Donc, normalement, on est censé créer un scanner ici. On sait tous comment créer un scanner. Scanner égale new scanner. OK. Avec système in. Bien. Système.in. Super. Et puis, on peut tout simplement récupérer le choix de l'utilisateur. Next int. Mais quand on a le choix de l'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur va choisir entre ce qu'on voit ici là de 1 à 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il faut quelque chose. Il faut une structure de contrôle pour voir un peu quel est le choix. Qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je propose une structure de contrôle qui serait un switch. On va switcher sur son choix pour voir un peu où guider l'utilisateur. Est-ce que c'est faire la queue?
Ou bien est-ce que c'est passer commande? Est-ce que c'est demander l'addition? Est-ce que c'est voir la file d'attente, etc. Donc, on va switcher. Encore. On va switcher d'abord. OK? Donc, on va faire un petit switch. On va switcher. On va switcher de préférence. On va switcher sur quoi? Sur le choix de l'utilisateur. Oui. OK? Et on sait que le choix, c'est un entier. Donc, on va mettre des valeurs. 1, par exemple. On a 7 valeurs. OK? Comme on a cette valeur, on va avoir jusqu'à 8 cases. Oui. Pourquoi j'ai dit 8? Parce qu'on doit compter les breaks et les défautes aussi. OK? Et au cas où l'utilisateur aurait tapé 8, 9 ou 10, l'utilisateur va rentrer dans les défautes. On va voir comment gérer tout ça. Maintenant, on a vu que le premier choix était faire la queue. Donc, on doit créer une méthode qui s'appelle faire la queue. Ouais. Pourquoi pas? On va l'appeler faire la queue. Bien, cette méthode. Bien. OK? Et puis, ici, l'étape 2, c'était quoi? Voir les plats. Si c'est voir les plats, on peut... Oui, c'est voir les plats. On peut créer une méthode qui s'appelle soit voir les plats. C'est déjà fait pour nous. Voilà, voir les plats. Ou bien afficher les plats, pourquoi pas. Oui, aussi. C'est mieux. Afficher les plats. OK? Étape 3. Dit passer commande. Est-ce que c'est bien passer commande? Oui. On va dire passer commande. Bien. À l'étape 4, on a quoi? On a demander l'addition. C'est ça. Demander l'addition. C'est ça. On va dire bien. 5. Voir la file d'attente. C'est ça? De toute façon, il me pose déjà. Oui, c'est ça. 6, c'est voir le statut des tables. Voilà, voir le statut des tables. 7, préparer commande. Préparer commande et servir le client. Bon. On laisse comme ça. Et dans les défautes, on a quoi? Afficher erreur. Choix invalide. Oui. Bon. Là, on laisse comme ça. OK. Et il y a quelque chose, je voudrais insister là-dessus. Dans un premier temps, nous allons utiliser le scanner souvent. On va utiliser un seul scanner, un seul objet. Donc, vaut mieux utiliser ce scanner-là dans la classe. On va déclarer cette variable ici, dans la classe même. Voilà, comme ça, on pourra l'utiliser ici. Donc, faut dire, c'est un statique. Statique final. Bien. OK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si l'utilisateur ne tape pas un chiffre, qu'est-ce qui se passe? Notre programme plante. Donc, il faut utiliser un try catch. Un try catch. Donc, ici, on va faire un try catch. Try. On va essayer de récupérer ce que l'utilisateur a saisi. Bien. Bien. On va faire un catch. Exception. Bien. On catch l'exception. Bon. Ici, on dit afficher message d'erreur. Afficher erreur. Pour l'instant, on met toujours un commentaire pour pouvoir avancer. Avant de tester l'étape, il y a quelque chose, on en a parlé dans les vidéos précédentes. On ne l'a pas encore réalisé ici. Nous avons récupéré un entier. Après avoir récupéré un entier ou un type float aussi, il faut consommer le retour à la ligne qu'a laissé en fait l'appui sur la touche entrée de ton clavier. Donc, il faut consommer tout ça. On va dire scanner.nextLine. Sinon, ton application risque d'avoir des petits soucis, des petites surprises. Maintenant, on va
tester un petit peu, est-ce que l'utilisateur peut voir afficher le menu, et en plus de ça, est-ce qu'on lui propose en fait un formulaire qui lui permet tout simplement de faire un choix. D'accord. Ok. Mais pour ce faire, il faut qu'on appelle cette méthode lire choix utilisateur. Nous avons affiché le menu dans la méthode main. Nous allons maintenant utiliser lire choix utilisateur. Ok. On va relancer l'application pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le menu principal. Bien. Et par la suite, j'ai entré le numéro de votre choix, s'il vous plaît. Je peux taper ce que je veux ici. Super. Ok. Ça, c'est cool. Ok. Nous venons de sécuriser le choix utilisateur avec notre try catch. Sauf que nous ne donnons aucune information à l'utilisateur. Pour l'instant, notre catch ne fait rien. Donc, nous allons travailler avec notre catch. D'accord. Avant tout, je propose quand même qu'on ajoute un titre ici. Pour lire les choix utilisateurs, on va ajouter un titre qui serait choix utilisateur. Voilà. Début délimiteur, choix utilisateur. C'est beau d'ajouter juste une méthode qui va faire notre boulot à notre place. Non, mais que c'est beau. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder comment on va gérer ce fameux catch. Bon, on va appeler erreur de préférence. Vaut mieux donner le nom complet plutôt de mettre un petit E comme ça. Ouais. Voilà. Bon, c'est un détail. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons réfléchir un peu. Si l'utilisateur saisit un nombre de 1 à 7, on sait qu'il a fait un bon choix d'option valide. Mais si l'utilisateur saisit 8, 9 ou 0, tout ce que tu veux, qu'est-ce que ça fait? Il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, on va tomber dans ce case-là qui est le default. Ce que je vais faire, je vais demander à ce case de lever une exception. Ok. Ok? On va dire throw new exception. Et le message qu'on doit mettre dans cette exception, c'est option invalide. Ok? Oui. Option invalide. Bien. Cette exception est levée ici. On n'a pas besoin de break pour le coup, puisqu'on a déjà levé une exception. Le break, ça ne sert à rien. Okay? Du coup, comme on a levé l'exception ici et on a le catch ici, eh bien, l'exception va être catchée ici dans cette paire d'accolades. Maintenant, on doit gérer le cas où l'utilisateur saisit une option invalide et le cas où l'utilisateur saisit un caractère qui ne serait pas un nombre. D'accord. Arrivé ici, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va dire? On va afficher un premier message à l'utilisateur pour lui dire, attention, il y a un petit problème là, une erreur s'est produite. Ok? On va lui dire, mon utilisateur, une erreur s'est produite. Afficher erreur. Après, il est peut-être intéressant de lui demander de réessayer. Oui. Parce que oui, il y a une erreur qui s'est produite, mais je peux t'inviter à réessayer quelque chose. Ok? On va lui dire. Non, pas encore. On va dire afficher erreur. Toujours. D'abord, on va lui dire l'option choisie semble être incorrecte. Incorrect, ça peut être incorrect, hein? Ou bien invalide. Oui. Invalide. Veuillez réessayer. Veuillez réessayer. Bien. Là, on lui dit ça. Mais sauf que là, on ne lui donne pas encore la possibilité de réessayer. Pour lui, la possibilité de réessayer, il faut faire appel à lire choix utilisateur. C'est-à-dire, cette méthode qu'on a ici, la méthode s'auto-appelle. Et sachant qu'on est dans un système de console, il y a des choses à prendre en considération. Par exemple, est-ce qu'on a consommé la dernière ligne? Dans quel cas on consomme la touche d'entrée? Par exemple, quand l'utilisateur appuie sur la touche d'entrée, il y a un retour à la ligne qu'on doit gérer. Donc, dans notre cas, si l'utilisateur a bien saisi un nombre entier, le retour à la ligne a déjà été consommé. Pas de problème.
Par contre, si ce n'était pas un nombre entier, le retour à la ligne ou bien ce que l'utilisateur a saisi n'a pas encore été consommé. Donc, ça risque de générer une erreur. Ce qu'on va faire, on va vérifier avant d'appeler lire choix utilisateur, on va vérifier quelque chose. On doit regarder qu'est-ce qu'on a dans notre message d'erreur. On va dire if l'erreur.getMessage, on va récupérer les messages, est différent de quoi? Option invalide qu'on a ici, c'est qu'on est sûr que l'utilisateur n'avait pas saisi un nombre. Là, il a dû saisir autre chose. Donc, s'il a saisi autre chose, on doit penser à tout simplement regarder s'il n'y a pas un petit next line, un petit retour à la ligne, ou bien quelque chose qui est resté dans le scanner. Il faut consommer ça. Donc, on va vérifier if scanner.has next line. Alors, consomme-moi ça. On consomme ça. On saute une ligne pour ne pas récupérer le prochain entier. Pas de problème. Et puis, par la suite, on fait appel à lire choix. Bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de lancer l'application pour tester tout ça. OK? Pour voir où est-ce qu'on en est. Bien. On va lancer l'application. L'utilisateur voit bien qu'il y a 7 choix. Il va quand même appuyer sur la touche 8. OK? On fait Enter. Qu'est-ce qui se passe? Une erreur s'est produite. L'option choisie semble être invalide. Veuillez réessayer. Et on lui donne choix utilisateur choisi. Oh, bien c'est bien ça. On lui affiche ça. Maintenant, il ne va pas choisir d'appuyer sur 8. Il va choisir d'appuyer par exemple sur un caractère ou une lettre comme ça par exemple. Il fait Enter encore. Qu'est-ce qui se passe? Une erreur s'est produite. L'option choisie semble être invalide. Veuillez réessayer. On a géré les cas d'exception quand l'utilisateur fait des erreurs. On gère ces cas-là. Ça, c'est important en programmation. Maintenant, nous allons aborder la troisième étape. La gestion des clients, file d'attente. OK. Pour aborder la gestion des clients, on doit avoir une structure de données pour stocker les clients. On va stocker leur nom. Bon, on s'en fout que ce soit nom ou prénom, mais on va stocker quelque chose, soit leur nom ou leur prénom. OK? Oui. Mais on a parlé de quelque chose par rapport au client. On a parlé de la file d'attente. On dit que la file d'attente, ce serait une file ou bien une. OK. Voilà. Donc, c'est la structure qu'on va utiliser parce qu'on s'était dit, le premier arrivé sera le premier servi. Ou bien la personne qui est à la tête de la queue, ce sera cette personne-là qui pourra passer commande. Donc, si on veut créer une file d'attente, on doit utiliser quelle structure de données? La queue. La queue. Nous allons utiliser une structure de données qui s'appelle queue pour pouvoir faire la file d'attente. OK. On va déclarer statique final queue. La queue, c'est une queue de string. OK? Et tu vois, je sais que file d'attente. Bien, file d'attente. On va utiliser linked list. D'accord? C'est un new linked list. Bien. String. C'est parfait. On a déclaré et par la même occasion, on a initialisé notre file d'attente. File d'attente. On est content. Et ça va nous permettre de gérer notre file d'attente. Maintenant, le premier choix de l'utilisateur, premier choix de notre application, c'est faire l'accueil. Nous allons implémenter cette méthode. OK? Oui. Implémentons cette méthode faire l'accueil. On va taper faire l'accueil. Public statique void faire l'accueil. Bien. Cool. Le titre, c'est faire l'accueil. Oui. On est content. On aurait pu dire file d'attente, hein, si on veut.
C'est peut-être mieux hein, de mettre Ouais, file file d'attente. d'attente, oui. File d'attente. Ça, c'est cool. Et dans notre file d'attente, on va demander à notre utilisateur de saisir son nom. D'accord? Oui. Mais avant tout, on doit lui informer qu'il a bien choisi de faire la queue. Oui, c'est vrai. Ça. On peut tout simplement afficher ce message pour lui dire vous avez choisi de faire la queue. Entrez votre nom, tapez 0 pour revenir au menu principal. Non? Oui. Ce serait bien, non? Oui, ce serait bien. Ok. Afficher. Afficher. Vous avez choisi de faire la queue. Bien. Deuxième message qu'il faut afficher. Afficher. Ok. Entrez votre nom ou tapez 0 pour revenir au menu principal. Ça c'est cool ça. Bien. Bien. Mais là maintenant, on lui dit ça, on lui donne cette information, mais on fait rien. Ce qu'on devrait faire maintenant, ce serait de lire l'entrée clavier pour voir qu'est-ce que notre utilisateur va taper. On veut le nom du client. Ok? Oui. Voilà ça. On va utiliser notre scanner qu'on a. On fait scanner Connect Line. Et on doit vérifier quelque chose. Si le nom est différent de 0, alors on peut ajouter le nom à la file d'attente. Moi, je pense que je vais utiliser offer. Okay. On va ajouter le nom à la file d'attente. Et puis, on va afficher un message succès. Vous avez été ajouté à la file d'attente. C'est pas que ça que je vais ajouter moi. Je dois lui donner une autre information pour lui dire à quelle position qu'il se trouve dans la file d'attente. Moi, je veux afficher ce message aussi. Afficher. Succès toujours. Hein. Afficher. Afficher succès, peut-être non. Afficher tout simplement. Ok. Et vous êtes le numéro. On peut dire ça. Vous êtes le numéro. Ok. Comment savoir quel numéro à quel numéro qu'on se trouve? Il faut aller dans la file d'attente. Puisque c'est la dernière personne qui a été ajoutée, on va faire file d'attente.size. C'est-à-dire c'est la dernière personne, hein, si tu veux. Hein? File d'attente.size. Ok. On va concaténer avec un petit point. Parfait. Maintenant, et si il a bien tapé 0, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le cas contraire. Else. L'utilisateur a tapé 0 parce que il veut retourner au menu principal. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit tout simplement afficher le menu. Afficher le menu principal en appuyant la méthode afficher menu principal. Oui. Mais aussi lire choix utilisateur. On va lancer cette application, on est content, mais il y a quelque chose qu'on va voir. Ok? On lance l'application. Bien. Il nous dit quoi? Entrez le numéro de votre choix. Ah, je vais taper 1. Parce que c'est ce qu'on vient d'implémenter, hein, cette méthode. Voir et faire la queue. Ok? Qu'est-ce qu'il me dit? Vous avez choisi de faire la queue. Entrez votre nom ou tapez 0 pour revenir au menu principal. Si je saisis mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'ajouter à la file d'attente et il va me dire vous avez été ajouté à la file d'attente. Il va aussi me donner l'information comme quoi je suis à telle position dans la file d'attente. Je vais taper mon nom. Oui. On va taper Lucie par exemple. Ok? Lucie, vous avez été ajouté à la file d'attente. Vous êtes le numéro 1. Parfait. Mais c'est parfait, Lucie. Bien, bien, bien. Comme vous pouvez le voir, l'opération s'est bien passée. Vous avez été ajouté à la file d'attente. Vous êtes le numéro 1. Mais
le programme s'arrête. Si vous regardez ici, le programme s'arrête. Ce qu'on peut faire pour éviter que ça se passe, il faut inviter l'utilisateur à revenir au menu principal. On ne va pas retourner l'utilisateur automatiquement au menu principal. On va lui demander de faire une action. OK? Oui. Donc, on va créer une méthode pour cela. Public static void revenir au menu. Est-ce que c'est bien écrit? Non. Menu principal. Bien. Dans cette méthode, nous allons afficher une information à l'utilisateur pour lui dire, parce que c'est pas comme ça. Il faut qu'il sache ce qu'il fait. On va dire afficher. Afficher. OK. Appuyez sur la touche entrée. Touche entrée du clavier. Oui. Du clavier pour revenir au menu principal. Bien. On lui donne cette information. OK? Puis, ce qu'on fait, on va tout simplement faire un scanner pour next line. On attend qu'il appuie sur la touche entrée. D'accord. OK? Oui. Et une fois qu'il a fait ça, on va, dans un premier temps, afficher le menu principal. Et puis, on va faire la lecture du choix utilisateur. On est en attente de lecture. Donc, cette méthode, nous allons l'utiliser ici. Vous avez été ajouté à la file d'attente, vous êtes le numéro machin. Après avoir eu cette information, bien sûr, message de succès, nous allons revenir au menu principal. OK? Oui. On va tester ça pour voir si ça fonctionne. OK? D'accord. On relance l'application. On fait un petit clear. On relance l'application. On a quoi ici? Entrez le numéro de votre choix. Ah ben moi, je vais faire la queue. OK. Et là, on me dit quoi? Vous avez choisi de faire la queue. Entrez votre nom ou tapez 0 pour revenir au menu principal. OK, moi, je m'appelle Lucie. Bien. Je saisis. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? Vous êtes le numéro 1. Appuyez sur la touche d'entrée du clavier pour revenir au menu principal. Alors, j'appuie sur la touche d'entrée. Et voilà. Je suis revenu au menu principal qui me propose, écoute-moi bien, de choisir quelque chose. Maintenant, nous allons faire un petit bonus de plus-value. Par exemple, ici, on nous dit, vous avez été ajouté à la file d'attente. Moi, j'aimerais bien qu'on personnalise ce message. Qu'on dise, ben, si c'est Lucie, mais Lucie, vous avez été ajouté à la file d'attente. Ce serait sympa. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite concaténation ici, dans la fichier succès. On va dire le nom du client, plus tout simplement le message. OK? C'est simple. Non, vous avez été ajouté. Bon, pas besoin de tester ça. On sait que ça fonctionne. On vient de gérer la queue ou bien la file d'attente. Alors, nous allons passer à la 4e étape qui consiste à gérer les salariés. Nous allons faire une réflexion. Nous devons gérer un ensemble de salariés. Nous devons les stocker dans une variable. Mais quelle structure de données que nous allons choisir? Sachant que l'entreprise n'a pas un nombre de salariés qui est figé dans le temps. On est d'accord? Oui. Donc, l'entreprise, peut-être dans 5 mois, dans 6 mois, aura besoin de changer de salarié ou d'ajouter un nouveau salarié, etc. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas utiliser le array classique de Java. Non. Parce que les arrays classiques a une taille fixe. Voilà. Donc, du coup, il nous faut utiliser une liste dynamique. Maintenant, quelle liste qu'on doit choisir? Oui. Je pense qu'on doit choisir un array list. Un array list. Alors, pourquoi? On choisit un array list parce que tout simplement, l'entreprise ne va pas faire des ajouts, des suppressions des salariés tous les 4 matins. Oui. Donc, ce sera que des lectures majoritairement. Donc, ce sera plus performant. Donc, on va créer une array list de salariés. On va écrire ici, là, d'ailleurs. On va écrire. OK. Statique. Array list.
array list de salariés. On va stocker leur nom. OK. Salarié égale new array list. Bien. On a une liste de salariés. Ça, même si je mets au pluriel, j'aime pas trop. Je vais dire liste de salariés. C'est peut-être plus parlant, hein? Non? Oui. Ok, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise connaît déjà ses salariés. Oui. Donc, pourquoi ne pas initialiser les salariés? On va créer une méthode pour initialiser les salariés, d'accord? On va dire public statique initialiser salariés. Bien. Cette méthode sert à initialiser les salariés. D'accord. Parfait. Static void. Hein? Bien. Là maintenant, nous allons ajouter un ensemble de salariés à la liste des salariés. Bon, je vois salarié 1, salarié 2, salarié 3. Non, c'est pas ce que je veux. Je vais mettre Bob, Pierre, Bob, Peter, Alice. Bien. Nous avons 3 salariés dans l'entreprise. Bien. Ça, c'est cool. Mais il faut quand même penser à faire appel à cette méthode ici. Initialiser. Comme ça, on initialise nos salariés dès le départ, on affiche les menus principaux, on lit le choix de l'utilisateur. OK? Maintenant, nous sommes à l'étape 5. Gestion du menu du restaurant, c'est-à-dire les plats et leur prix. Alors, comment on doit raisonner? On sait qu'il y a un ensemble de plats. OK? Oui. Mais est-ce que les plats sont figés dans le temps? Non. Donc, on ne va pas utiliser la structure de array. Non. Parce que array, c'est une structure de données où la taille est fixe. Ça, c'est fini. Maintenant, est-ce que le restaurant, tous les 4 matins, il va ajouter ou supprimer un plat? Non. Plus. Ce qui veut dire, linked list, on ne peut pas t'utiliser non plus parce que tu ne seras pas performant. Alors, on va utiliser un array list. Oui. OK. On pourrait se dire, mais pourquoi ne pas mettre plat et prix en même temps? Array list et prix. Si on met en même temps, ça veut dire que on va utiliser une structure de données qui va nous permettre de stocker des paires clés-valeurs. Ce serait quelle structure? Ce serait un hashmap ou bien un trimap? Oui. Mais si j'utilise un hashmap, le problème qui se passe, c'est que ça ne garantit pas l'ordre. Non. Comme ça ne garantit pas l'ordre et que je veux que mes plats s'affichent toujours dans le même ordre, alors là, j'ai un petit problème avec ça. Si j'utilise un trimap, je peux dire, ah ouais, mais ça c'est intéressant parce que ça garantit l'ordre. Tout le temps, je sais que mes plats vont s'afficher pareil. Ce serait le choix idéal. Mais le problème, quand j'affiche mon menu à l'utilisateur, ou bien au client, je vais lui demander de saisir des nombres, des chiffres correspondant à son plat. Oui. Et quand le client saisit un chiffre, je vais devoir trouver quelle est la correspondance de ce chiffre-là dans ce trimap. Or, trimap ne gère pas les index. Une autre galère où tu vas tenter de convertir ce fameux trimap en quelque chose. Moi, ce que je conseille, on va faire simple. On va tout simplement stocker tous les plats du restaurant dans un array list. OK. D'accord? Oui. Et puis après, pour les prix, on est libre, on peut utiliser les hashmap pour les prix. OK? D'accord, oui. Dans un premier temps, on va stocker les plats du restaurant dans un array list. C'est parti. C'est parti. Statique. Array list. Liste des plats. Parfait. OK, tout le monde est content. Et il faut initialiser les plats. Et oui. Au lancement de l'appli, il faut initialiser les plats. Donc, on va faire public. Une autre méthode, void. Initialiser. Et plat. Plat. Bien. Bon, il met poutine,
burger, frites, pizza. Bon, après, je sais pas si on peut manger poutine, mais bon, on continue. Sushi, boisson. Bon, on va pas mettre boisson pour l'instant. Ce sera une autre chose. Ok? On garde tout ça. On peut mettre quiche aussi. Hein. On va mettre quiche ici. Hein. D'accord? On va mettre quiche ici, tacos. On peut mettre une petite tarte au citron tranquillement. Yeah. Oh, il y a lasagne, c'est ça, c'est bien ça. Ah, mais ouais. Tarte au citron, là, il n'y en a pas. Pourquoi tu mets ça? Tu mets poutine à chaque fois. C'est quoi le délire même? Tarte au citron. Bien. Actuellement, notre restaurant a cette liste de plats. Bien. Il faut qu'on initialise les plats. On va faire appel à la méthode initialiser plat. Lorsque le public static void. Bien. On va initialiser les plats. Bien. Bien. Ok. On a initialisé les plats. Oui. Maintenant, il reste quelque chose. C'est le prix des plats. Donc, on a dit que les prix, ça doit être quelque chose de l'ordre de clé-valeur. Ouais. On aurait pu utiliser une liste, hein, mais je vais utiliser HMAP de préférence. D'accord. Ok? On va utiliser HMAP pour les prix. Statique. Liste. Sauf que utilisant liste, moi je vais utiliser un HMAP de préférence. Ça nous fait un peu plus de pratique. La clé serait l'index de notre liste. Ok? Donc c'est integer. Et la valeur, integer. Et la valeur, ce serait le prix. Ok? Donc, on va tout simplement dire new HMAP. Bien. Ici, on a la clé qui est les index qui se trouvent dans les plats. Oui. Et la valeur, c'est le prix. Très bien. D'accord? Oui. Bien. La clé et l'index de la liste des plats. Bien. On doit aussi initialiser les prix peut-être. Oui, aussi. Donc, on va initialiser les prix. Ce serait cool d'initialiser les prix. On va écrire public static void initialiser prix. C'est ça, hein? Oui. Allez, bon. Tu choisis de me dire, ouais, c'est bien. À l'index 0, on a la quiche. À l'index 1 et tout, bon. Tout est bon. On va initialiser les prix. On va faire appel à initialiser plat d'abord, puis initialiser prix. Ok? Oui. Ça, c'est cool. On vient d'initialiser les plats et prix. Maintenant, il serait peut-être intéressant d'afficher le menu. Voilà, c'est le menu du restaurant qu'on va afficher. Donc, on va créer une méthode qui nous permet d'afficher le menu du restaurant. Ok? Oui. On va dire public static void afficher menu restaurant. Bien. Alors, pour afficher le menu du restaurant, nous allons boucler sur le plat d'abord. Nous allons utiliser une boucle for classique. Ok? On va dire for int i égale 0. C'est-à-dire on initialise notre variable i inférieur à liste de plat point size. N'oublie pas, on est dans une liste dynamique. Alors i++. Bien. Et là, ce qu'on va faire, on va afficher la liste des plats qu'on a. Ok? Donc, ça nous propose quoi? C'est liste des plats.get, c'est-à-dire je récupère le plat qui est à cet indice-là et je vais afficher le prix. Le prix, je dois l'afficher en euros. Ok? Euros. Ce sera de l'euro. Bien. Et là, je prends la liste des prix, je fais un get pour pouvoir récupérer le prix à cet indice précis. Ok? D'accord, oui. Donc, maintenant, afficher menu restaurant, je
je l'affiche notre menu ici. On lance l'application pour voir un peu est-ce que notre menu s'affiche bien. Alors, menu principal, et là, on a menu restaurant. Quiche 2 €, burger 3 €, tout est là. Très bien. Donc, est-ce que c'est bien ça? On regarde. Quiche, c'était bien le premier élément qui a été ajouté à la liste. Oui. Et dans les prix, on a dit que le premier élément, ça valait 2 €. Donc, on a bien le menu qui est affiché ici. On peut demander à l'utilisateur de sélectionner le chiffre correspondant à son plat. Et puis voilà. Le prix qui est affiché là, c'est le prix TTC et non pas le prix HTC. Ah. Ce qu'on va faire, on va tout simplement dire à notre utilisateur, et c'est le prix TTC. Afficher menu restaurant. Ok, euros. On peut dire TTC. C'est le prix TTC. Ouais. Ok. Bon, là on est plutôt bien. On affiche le menu. Maintenant, mes amis, nous sommes à la 6e étape. Gestion des ressources, tables et assiettes. Nous allons gérer les tables, nous allons gérer les assiettes. Je me rappelle, dans l'énoncé du projet, on a dit que le restaurant avait une file de tables, avait aussi une pile d'assiettes. Donc, je pense que la structure des données là, c'est un peu, c'est clair en fait. C'est très clair. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement créer une file de tables et une pile d'assiettes. Ok. Donc, on va dire statique. Ok. Statique. Ce sera pour la file de tables, ce sera quoi? C'est un queue. Voilà. Queue. C'est une queue. C'est une queue. Queue. String. File de table. D'accord? Ce sera un new linked list. Ça, on est en. Et on a parlé d'une pile d'assiettes. Oui. Donc, ce sera Stack. Stack. Ouais, statique. Ok. Stack. String. Bien. On va dire pile d'assiettes. Ok. Pile d'assiettes égale new stack. Très bien. Stack n'a pas encore été importé. On va l'importer. Java prend un tir. Bien. File de table. Pile d'assiettes. On est bien. Maintenant, nous devons quand même initialiser cette file de table, cette pile d'assiettes. Nous allons initialiser tout ça. On va créer une méthode qui permet d'initialiser une file de table, une pile d'assiettes. Ok. On va dire cette méthode permet d'initialiser notre file de table. Bien. Bon. Super. Sauf que là, c'est pas encore ce que je veux. Parce que là, je limite ma table, mais les tables à 10. Ok? Ah, oui. Je sais que le restaurant n'a pas une taille, n'a pas un nombre illimité de tables. Je dois limiter les tables. C'est-à-dire, il y a un nombre de tables maximum. Ouais. Mais je ne dois pas écrire ça en dur comme ça. Je vais tout simplement dans la classe, je vais déclarer une constante. Ok? Oui. Il faut déclarer une constante pour ça. On va dire statique final, parce que ça ne change pas durant le programme, d'accord? Oui. On va dire integer, parfait. Ok. Max tables. Tables, ok. Ok. Mal, on va dire 10. Pourquoi pas? Oui. Ok. Et puis, on peut faire exactement la même chose pour les assiettes. Oui. Statique. Final. Final. Voilà. C'est max. On va dire plate. Ok. Ok. Pour les assiettes, il vaut mieux mettre, allez, 25 assiettes. Ok. Oui. On fait comme ça. On est bien. Donc maintenant, au lieu de dire 10, on va utiliser
Max. Max Tables. Bien. Super. Moi, j'aime pas trop dire table 1, 2, 3, 4. Non, j'aime pas trop dire ça. Je vais dire table numéro. Ce serait plus intéressant. Ça, table numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce serait bien. Oui, c'est vrai. On va faire exactement la même chose pour les assiettes. Il y a un problème là. Non, c'est bon. Pour les assiettes, on va faire exactement la même chose, ok? On va dire public. Non. On va écrire des préférences d'abord. Pile d'assiettes. Ok? On va créer notre méthode qui va se baser sur pile d'assiettes. Parfait. Max Plates. Oui. On fait une petite boucle. Et à chaque tour des boucles, on ajoute une assiette à la pile. On est content là. On a deux méthodes qui nous permettent d'initialiser non seulement les tables, mais aussi les assiettes. Bon. Au lancement de l'application, il faut initialiser tout ça. On va initialiser table, initialiser assiette. Après, qu'est-ce que tu veux? Initialiser pile d'assiettes. Oh, ça commence à être intéressant. Oui, super. Bon, on a initialisé notre pile d'assiettes, on a initialisé notre fil de table. Pour nous, on a géré les tables et les assiettes. Pas encore. Il va y avoir d'autres opérations là-dessus. Parce que quand on passe une commande, quand on demande l'addition, on a payé. Il faut faire des choses sur cette pile et sur cette file aussi. Mais pour l'instant, tout est bon ici. On est content. Ok? Oui. On est content. C'est parti pour la 7e étape. Nous allons nous attaquer à la gestion de la prise de commande. Sachant qu'on est en procédural, on va essayer de faire en sorte de ne pas trop compliquer les choses. D'accord? Ce qu'on va faire, quand on fait une prise de commande, il faut pouvoir stocker en fait ces commandes. Et le salarié derrière, il doit venir préparer les commandes dans un ordre. Oui. Si c'est dans un ordre, quelle structure de données qu'on pourrait utiliser pour cela? La queue. Voilà, on doit faire une queue de commandes. Mais le problème qu'il y a avec commandes, il y a beaucoup trop d'informations à stocker. Tu dois stocker l'information du client. On doit stocker l'information sur les plats que le client a choisi dans sa commande. Oui. C'est pas qu'un seul plat. La personne peut choisir 2, 3, 4, 5 plats. Et on doit aussi stocker la quantité sur chaque plat. Donc, on a 3 informations à stocker. On va essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui serait propre. Dans un premier temps, on va faire une queue des clients ayant commandé. OK? On va dire statique. Static queue. C'est une queue des clients ayant commandé. Bien. Voilà. On va tout simplement appeler notre queue client ayant commandé. Bien. OK? Et on va faire un new linked list. Ça, c'est bien. Cette queue va nous permettre de gérer les commandes. OK? Oui. Mais c'est pas fini. Il faut qu'on ait maintenant quelque chose, une structure de données qui nous permet de stocker en fait ce que ce client a commandé. Qu'est-ce qu'il a commandé comme ça? Il a dû commander quelque chose. Oui. Mais comment on va stocker ces données? Dans quelle structure de données? OK. Quand on regarde une commande, on sait que c'est une liste de plats. Et chaque plat a une quantité. Ouais. OK? Donc, ce qu'on va faire. Mais c'est pas que. Il ne faut pas seulement stocker les données, il faut aussi stocker le client qui passe la commande. Ah oui, donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement réfléchir. Je dis, une commande, c'est quoi? C'est une sorte de paire clé-valeur qui a d'un côté les plats, de l'autre côté la quantité commandée. Oui. Donc, si je vois ça comme ça, je pourrais utiliser un hashmap ou un trimap. OK? Donc, sachant que j'ai pas besoin de l'ordre, tu vois, j'ai besoin de l'ordre de la file
C'est pour cela que j'ai une queue de clients ayant commandé, mais j'ai pas besoin de l'autre des plats et tout ça que les clients ont commandé. Donc, pas besoin d'utiliser un trimap. OK? On va rester avec HashMap. HashMap. OK. Notre fameux HashMap, on va faire en sorte que la clé soit l'indice du plat. Sachant qu'on a une liste des plats qu'on a initialisé dès le départ. Oui. Donc, ce sera integer. Et la valeur, c'est la quantité des plats. Donc, encore integer. Donc, ce sera ça, en fait, et une commande. Maintenant, cette commande, on doit l'associer à un client. Évidemment. Donc, on n'a pas besoin de l'ordre. On va encore utiliser un HashMap pour pouvoir stocker le nom du client. Donc, pour le coup, ce sera le nom du client, la clé de ce HashMap. OK? On va dire statique HashMap. On a dit ça, ce sont les commandes. Voilà, les commandes. Et ce qu'on va faire, on va dire c'est la clé du client. C'est le nom du client qui est la clé. OK? Et puis, en deuxième position, ce sera notre commande. Et on a défini le type de notre commande. Ici, c'est HashMap integer. Donc, c'est justement ce qui va se passer ici. En gros, on définit une variable commande qui est un HashMap dont la clé est le nom du client et la valeur est aussi un HashMap dont la clé est l'indice du plat et la valeur est la quantité de plats commandés. OK? D'accord, oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on veut servir le client suivant, on va aller dans la file récupérer le premier client. Eh bien, on va rentrer dans cette liste de commandes. On va tout simplement faire un get et on récupère la commande de ce client. Ceci dit, maintenant, notre but, c'est de créer la méthode passer commande. Parce qu'on a créé des variables qui nous permettent de stocker tout ça. Nous allons créer une méthode qui nous permet de passer commande. OK. On voit que c'est le choix 2 qui permet de... Non, c'est pas le choix 2. Le choix 3 qui permet de passer commande. Nous allons créer cette méthode passer commande. OK? Oui. On va dire cette méthode permet de passer commande. On va l'afficher ici. OK? Bien. Passer commande. Bien. OK. Cette méthode permet de passer commande. Quand un utilisateur clique sur passer commande, qu'est-ce qu'on veut afficher? On doit lui demander son nom. Au départ, il a donné son nom pour faire la queue. Et maintenant qu'il veut venir, il veut passer commande, on doit demander son nom. Pourquoi? Pour vérifier que c'est bien son tour. Oui. Et aussi pour pouvoir stocker tout ça, savoir que quand il va demander l'addition, on saura. OK? D'accord. Parce que là, on ignore qui c'est qui passe commande. OK? On va lui demander son nom. Voilà. On va lui demander son nom. Au client. Bien. Entrez votre nom, s'il vous plaît. Bien. On récupère son nom ici. Et quand on récupère son nom comme ça, on doit aller regarder dans la file d'attente pour voir est-ce que c'est bien son tour. D'abord, il faut regarder si la file d'attente a déjà quelqu'un ou bien est-ce que la file d'attente est vide. If file d'attente point is empty, hein, file d'attente is empty, je mets un point d'exclamation, n'est pas vide, alors je dois tout simplement regarder est-ce que cette personne est bien la première personne de la file d'attente. Alors, nous allons tout simplement vérifier que la personne est bien en tête dans la file d'attente. OK? Oui. Donc, on peut utiliser la méthode equals aussi. Hein? OK? Ça existe. Hein? Equals. Voilà.
Et du coup, comme on dit equals, il faut mettre un point d'exclamation ici. Ça, c'est l'opérateur not. On l'a vu, hein? D'accord? Donc, si la personne n'est pas la personne qui est en tête dans cette file d'attente, on va devoir lui donner une petite information pour lui dire que, alors, excuse-moi, mon coco, tu peux pas passer de commande parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens devant toi. Oui, OK? Donc, on va dire afficher erreur. Afficher erreur, vous ne pouvez pas passer commande tant que vous n'êtes pas le premier dans la file d'attente. Bien. Et puis, on lui dit, veuillez attendre que vous soyez le premier. OK. J'aurais pu lui dire aussi, lui donner un petit peu son numéro aussi, si je veux. Ouais. Voilà, on lui donne, écoute, voici. Voici votre position dans la file. Si on lui donne sa position, il faut créer une méthode pour pouvoir récupérer la position. Parce que là, on utilise un queue. Queue ne nous permet pas de récupérer la position immédiatement. Il faut créer une méthode utilitaire qui nous permet de faire ça. OK? On peut le créer. Hein? Récupérer cette méthode. Méthode nous permet de récupérer la position d'un client dans la file d'attente. Bien. Non. Pas de problème, tu nous donnes les clients et je gère. Pas de problème. Oui. Return position. Bien. Et là, c'est une petite boucle for que je dois faire. Je vais déclarer une variable position égale get position client dans file. Je vais mettre le nom du client comme argument et je vais afficher une autre information. Je vais dire si la position quand même est supérieure à 0, je vais lui dire écoute, voici ta position, mais si ta position est inférieure à 0, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es même pas dans la liste, tu passes commande. Non, la position est inférieure à 0, la personne n'est plus supérieure ou égale à 0. Supérieure ou égale à 0, pas supérieure à 0, supérieure ou égale à 0. Vous n'êtes pas dans la file d'attente. Veuillez faire la queue. Bon. Bien. Là, on peut dire, vous ne pouvez pas passer commande, ok. Veuillez attendre que vous... Ok. Bien. On fait tout ça, on est content. Ça, c'est le cas où la personne on gère le cas où la personne essaie de passer devant quelqu'un. Ok, on est ici. Si la file d'attente n'est pas vide, c'est-à-dire il y a quelqu'un, on va regarder si la personne est en tête. Oui. Si la personne n'est pas en tête, on rentre ici. On va lui afficher un tas d'informations et après on va revenir au menu principal après lui avoir affiché ces informations et on fait un return pour ne pas exécuter le reste du code. Mais si on arrive ici, c'est que la personne est bien quelqu'un qui est en tête de la file. S'il y a quelqu'un dans la file, s'il y a personne dans la file, c'est que la personne peut passer commande, pas besoin de faire la queue alors qu'il n'y a personne. Ouais, ok? Donc, si on arrive ici, c'est qu'on peut afficher le menu du restaurant à la personne. D'accord. On affiche le menu du restaurant. Sauf qu'à cette étape, tu affiches juste le menu. Tu lui donnes pas encore la possibilité de passer commande. C'est juste le menu que la personne a. Oui. Maintenant, on va lui donner la possibilité de passer commande. Comment on fait ça? Donc, il faut lui donner cette possibilité en affichant un message pour lui dire veuillez choisir un plat, en saisissant le numéro correspondant, mais aussi en faisant une lecture de ce que la personne a saisi. Ok? Oui. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer une méthode qu'on appelle lire choix plat. Bien. Et cette fameuse méthode doit prendre en paramètre quelque chose, une commande. On va initialiser une variable commande qui serait vide. Ok?
Ok, oui. On va dire hashmap. On sait que une commande, c'est une map de clé valeur dont la clé est l'indice du plat et la valeur et la quantité du plat commandé. Ok, donc ce sera integer. D'accord, la quantité aussi c'est integer. Bien, donc on vient de créer une variable commande pour cet utilisateur. D'accord. Ok, oui. On vient de créer une variable commande pour l'utilisateur. Et du coup, cette variable commande qu'on crée ici, on doit passer cette variable en argument à notre ligne choix plat. Oui. Parce qu'on a besoin d'alimenter au fur et à mesure. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On va faire en sorte que l'utilisateur puisse choisir autant de plats. Ou bien le client puisse choisir autant de plats qu'il veut. Donc pour ce faire, il faut utiliser une boucle. Tant qu'il n'a pas terminé sa commande, alors il faut continuer à lui proposer. Ok? On est là pour vendre. Oh bah oui. Donc ce qu'on va faire, d'office, on doit afficher le menu du restaurant. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Ok? On affiche le menu du restaurant, mais on doit à chaque fois lui proposer de faire un choix. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une boucle do while. Au moins, on sait que au moins une fois, on lui affiche ça. Ok? D'accord. Do while quelque chose. D'accord? Do lire choix plat. Tant que l'utilisateur n'a pas dit stop. Ok. Ok? Oui. On va créer une variable stop. Tant qu'on y est, on va dire boolean. Ok? On va l'appeler stop. Stop égale false. Voilà. On va dire while. Tant que c'est pas stop, alors continue. Ok? On va utiliser l'opérateur not. Tant que c'est pas stop, alors on continue de te proposer ça. Bien. Maintenant, ce qui se passe, on doit afficher un message à l'utilisateur. Oui. C'est-à-dire, cette méthode, on n'a pas encore créée, on n'a pas encore implémenté. Non. Il n'y a pas de problème qu'on n'a pas encore implémenté cette méthode. On sait qu'on va l'implémenter. Mais quand la personne aura fait le choix, on va choisir un plat, on doit lui dire hey, est-ce que vous voulez commander autre chose? Est-ce que tu me suis? Oui. Donc on va faire un petit 6. On va afficher tout simplement. Voulez-vous commander un autre plat? Ok? Voulez-vous commander un autre plat? Bien. Et la personne va répondre oui ou non. Ou non. On s'attend à ce que ça soit un O ou N. D'accord? Ok. Maintenant, on doit récupérer sa réponse. Moi, je préfère tout simplement récupérer un string. Je ne veux pas ça. Ok? String, réponse. Scanner. Égale. Scanner. Scanner. Point next line. Je ne veux pas être si pointu. Voilà. On récupère next line. Et bien, on va regarder si la réponse c'est non ou oui. Si la réponse c'est non, alors on stop. Ok? Oui. On va voir si la réponse est non. On va dire stop. On va l'initialiser à la réponse de la personne. On va dire si la réponse point equals in your case, parce qu'il est possible que la personne ne tape pas un N minuscule, mais l'important c'est que ce soit un N. Ouais. La personne dit non. Ok? Donc on initialise notre variable stop à la réponse de l'utilisateur. Si la réponse est égale à N, peu importe que ce soit N minuscule ou N majuscule, on sait que c'est non, c'est stop. Stop. Et là, notre boucle va s'arrêter. On ne va plus lui demander à la personne de saisir un truc. Ok? D'accord. Oui. Ce qu'on va faire, on doit passer cette variable commande en paramètre, en argument à cet objet, à cette méthode. Excusez-moi. On va créer la méthode lire choix plat. Ok? On va dire cette méthode permet de lire le choix
de l'utilisateur en termes de plat. On va tout simplement afficher un petit message qui dit choix plat. Choix plat. Bien. Est-ce que c'est affiché tout court? Non, ce ne sera pas affiché tout court. Ce sera début de limiteur. OK? Choix plat. Là, on va lui dire entrez le numéro du plat, s'il vous plaît. Si on dit lire choix plat, c'est qu'on a déjà affiché le plat. Oui. D'accord? Du coup, on doit récupérer le numéro du plat. On va avoir un entier. Int numéro plat égale scanner.nextInt. On récupère le numéro du plat. Oui. Okay? Mais après un nextInt machin chouette, il faut toujours consommer le retour à la ligne machin. Donc c'est ce qu'on fait. Scanner.nextLine. OK? Oui. Et quand on aura récupéré ça, il faut aussi vérifier est-ce que ce numéro correspond vraiment à un plat. Mais c'est pas que ça. Il faut aussi faire un try catch. Parce qu'il est possible que l'utilisateur ne saisisse pas un nombre, mais une lettre. Donc, on va faire un try catch. D'accord. Try quelque chose et puis catch. Catch exception. Bien. Pour l'instant, j'ai ce message. Je vais voir. Alors, maintenant, on doit valider que la personne a choisi une option qui existe, une option qui est valide. Donc, on va vérifier tout ça. If liste des plats point get le numéro du plat égal à nul, ça veut dire n'existe pas. Oui. Sauf que c'est pas le numéro du plat, c'est le numéro du plat moins 1. Sachant que quand on affiche à l'utilisateur, on va lui dire plat 1, mais le plat 1, c'est à l'indice 0. Oui. Donc, il faut enlever 1. OK? Moins 1. Bien. Si le plat n'existe pas, c'est-à-dire, il y a des plats de 1 à 10, tu as choisi 12 ou bien 13, tout ce que tu veux, alors ce que je vais faire, je vais lever une exception. OK. OK? Je vais lever une exception. Et je vais dire flow new exception. Option invalide. Option invalide. Option invalide. Alors, comme j'ai fait un try catch, j'ai levé une exception. L'exception sera catchée ici. Je ne vais pas m'occuper de l'exception maintenant. Okay. Je vais gérer après. Pour D'accord. l'instant, je vais continuer. Si j'arrive ici, c'est qu'il n'y a pas d'exception. OK? Une fois que tu arrives ici, tu es content, tout est bon. Ce que tu peux faire maintenant, une fois arrivé ici, c'est de lui dire à l'utilisateur, vous avez choisi tel plat. OK. Il sera content, l'utilisateur, d'avoir ce message. Donc, on va dire afficher succès. Afficher succès. Comment on va afficher succès? On va dire, vous avez choisi le plat. OK? Vous avez choisi le plat. Au moins ici, qu'il ne s'est pas trompé. OK? On va dire, et pas get moins 1, hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Numéro plat moins 1. Voilà. OK. Bien. Là, il sait qu'il ne s'est pas trompé, l'utilisateur. Eh oui. OK? Il a appuyé sur le bon bouton. Ça, c'est cool. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi inviter cet utilisateur à rentrer le nombre de plats ou bien la quantité de plats qu'il souhaite. Ah oui. OK, j'ai choisi quiche, mais combien de quiche que je veux? Alors, on va demander à l'utilisateur de rentrer le nombre de plats souhaités. Ou bien le nombre de, tu vois, le nombre de quiches souhaitées. On peut faire ça. Oui. Et ne pas dire juste rentrer le nombre de plats souhaités. Je sais que tu as choisi des quiches. Tu peux le dire? Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, OK, c'est ce que je vais lui dire. On va lui dire tout simplement, afficher tout simplement, veuillez entrer le nombre. OK, regarde. Voilà ce que je vais faire. Veuillez, non mais bien tout simplement entrer. Hein. Entrer le nombre de quoi?
On sait. Oui. On va concaténer. On va faire une concaténation. Et on va dire list.get. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire une concaténation. On va dire list plat.get numéro plat moins 1. OK? Oui. OK? Nombre de plats, on va écrire ici souhaité. Souhaité, vous me mettre un petit E, Oui. S. Parce qu'on ne sait pas si le plat en question là ce sera une quiche ou bien voilà, donc il vaut mieux rester correct. Et là aussi, on peut mettre un petit S. OK? Ah oui, pour le nombre. Voilà. OK? Oui. Alors, on lui dit ça à l'utilisateur. Il est content. Oui. Il doit saisir le nombre de plats souhaités. Maintenant, il faut récupérer la quantité. Le nombre de plats. On est d'accord? Bah oui. Donc, on va récupérer. Int quantité. Ok. On récupère la quantité. Mais après avoir récupéré la quantité, comme pour tout int, il faut faire un scanner pour next line derrière. On doit être prudent ici aussi. On devrait faire un petit try catch aussi, peut-être. Oui. Pas pourtant. Bon, ce que je vais faire, je vais laisser cette partie-là. OK? Ok. Pour faire simple en fait. Hein. Et maintenant que j'ai le plat, j'ai la quantité, je peux passer la commande. Oui. J'ai le plat, j'ai la quantité et je sais très bien que voilà, maintenant la commande est complète. Il y a quelque chose au fait. Il y a quelque chose. Regarde. Dis-moi. Tu as vu ici, on a fait list.get numéro plat moins 1. Oui. Et on a fait exactement la même chose ici. Pourquoi ne pas tout simplement faire string plat égal, on déclare une variable, on dit c'est list.get numéro plat moins 1 ici. On va mettre plat tout simplement ici, tu vois. On fait ça comme ça. Et là, au lieu de faire cette condition ici, on va dire si plat vaut nul, alors on fait ça. Et là aussi, on va tout simplement utiliser plat. Le code sera beaucoup plus lisible si on fait ça comme ça. Tu vois? Ouais. On utilise juste une variable qui nous permet tout simplement de ne pas être trop verbeux. Ça, c'est cool. Et maintenant, la chose qu'on a à faire, c'est tout simplement d'alimenter la commande qui nous a été passée en paramètre. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est commande.put, puisque c'est un HMAP, numéro plat et quantité. Là encore, il y a un petit problème. C'est pas le numéro plat qu'on passe comme ça, c'est le numéro plat moins 1. N'oublie pas que c'est l'indice qu'il attend. Lui, il n'attend pas un numéro plat. Le numéro plat, c'est pour le client. Ouais. Donc, c'est moins 1. Ok. Bien. Et là, pour nous, c'est fini, cette partie. Il nous reste qu'à gérer la partie catch. Parce qu'ici, on affiche juste une erreur. Ouais. Mais il y a des choses à faire ici aussi. On va le gérer. Maintenant, nous allons gérer l'exception. On ne va pas seulement lui dire, écoute, une erreur s'est produite, le numéro du plat semble être invalide. On ne va pas seulement lui dire ça. On va non seulement lui dire ça, mais lui donner la possibilité de réessayer. OK? Oui. Donc, ce qu'on va faire, ça c'est bien. On va regarder, est-ce que c'est option invalide? Si c'est différent des options invalides, on sait qu'on a une ligne à virer dans notre scanner. Parce que c'est une ligne qui a mal été renseignée. Ok. Mais si c'est option invalide, on sait que la ligne a déjà été virée parce qu'on le fait ici. Oui. Mais si c'est différent des options invalides, c'est pas un chiffre qu'il a choisi, hein, c'est toute autre chose, mais pas un chiffre. Donc du coup, c'est pour cela qu'on fait cette condition ici. Mais c'est pas fini. Il faut aussi lui donner la possibilité de réessayer. Ok, super. Là, on a géré la méthode lire choix plat. Voilà, pour passer commande. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit lire choix plat. Et là, on lui dit, est-ce que vous voulez autre chose? Ouais. S'il nous dit non, on arrête. Oui. Ok? Mais quand on arrête, c'est pas fini.
Maintenant, il faut récupérer cette commande et faire quelque chose avec. On doit afficher cette commande dans la liste d'attente, en fait, là maintenant. OK? Ajouter cette commande à la liste d'attente. À la file d'attente. Bien. Ce qu'on va faire, c'est pas file d'attente.add, non. C'est pas ce que je fais là. OK. C'est tout simplement client ayant commandé.add, non. Là maintenant, le client vient de passer commande. Oui, c'est Okay? vrai. On peut dire client ayant commandé.add. Et là, on ajoute son nom. OK. On ajoute son nom. Mais s'il a commandé, est-ce que je peux laisser ce client-là dans la file? Dans la file d'attente? Non. Non. Tu as déjà commandé, je vais te virer. Ouais. Évidemment. Je vais dire, c'est file d'attente. Point. Qui ça? C'est point quoi? Paul. Point Paul. Voilà. Le client est viré. Ben oui. Il n'est plus là. OK? Suppression du client de la file d'attente. Bien. Maintenant, on sait ce qu'on a fait. On dit que ce client a une commande en attente. OK? Oui. Maintenant, on n'a pas encore ajouté la commande. On doit regarder en haut quelle était la structure de commande. C'est un hash map. On doit ajouter la commande ici. D'accord? Oui. Nous allons ajouter la commande ici. Ok, on est dans passé commande. Nous allons ajouter la commande ici. Donc, on va dire, comment ça s'appelait notre fameuse truc là? C'était, comment ça s'appelait notre, c'est commande? Commande, avec S, point, put, parce que c'est un HMAP, ok? On doit mettre le nom de notre client et la commande. On associe le nom de notre client à la commande. Là, on peut dire qu'on a terminé. On n'a pas terminé la commande, hein. On a terminé la prise en charge de la commande. D'accord. OK? Oui. Mais peut-être qu'on devrait afficher quelques détails de commande parce que tu as choisi de prendre la commande, mais il faut afficher les détails de la commande. Okay? On va créer une méthode qui permet d'afficher les détails de la commande. Cette méthode permet d'afficher les détails d'une commande. Bien, on va créer une méthode qui affiche les détails de la commande du client. Détail commande, je lui donne le nom du client. Donc, du coup, arrivé ici, on a détail client de l'éditeur, pas de problème. OK, on récupère la commande en faisant commande, c'est le hash map de commande là, et on fait un petit get dessus avec le nom du client qui est la clé de notre hash map. Donc, c'est bon, on peut récupérer la commande. OK, donc du coup, on va tout simplement afficher le nom du client. Il n'y a pas de problème, on affiche le nom du client. OK. OK, nom du client, et puis après, on va afficher la commande. OK. Et là, on va boucler. On doit boucler parce que le client a une commande. Mais dans sa commande, il y a un ensemble de plats. Oui. Dans chaque plat, il y a une quantité. OK? Donc, on va boucler. Bon, là, on va utiliser OK. Comme c'est un HMAP, on peut boucler comme ça parce que dans un HMAP, les paires clés-valeurs, ce sont des entrées, des entries. Des entries en Java. Voilà, c'est pour ça qu'on a map.entry ici. Les entrées, chaque entrée, c'est une clé et une valeur. OK? Donc, on va boucler. À chaque tour, on a une entry. C'est une boucle for which qui est là. OK? Donc, à chaque entry, on peut faire entry.getKey, entry.getValue, comme tu vois ici. Liste de plats.get, entry.getKey. C'est-à-dire quoi? Le entry.getKey, c'est l'indice du plat. Donc, on doit rentrer dans la liste des plats avec, comme c'est un array list, si on fait get dessus, avec son indice, on récupère la valeur.
C'est pour cela que tu peux récupérer la valeur de le plat même sera affiché. Et là, on a la quantité qui a été commandée. Mais avant d'afficher les détails de la commande, il serait intéressant de lui afficher un petit message à l'utilisateur. Afficher un message succès. Voilà. On va lui dire votre commande a été prise en compte. Vous êtes le numéro, tu vois. On va lui dire ça. Afficher message succès. Ok. Votre commande a été prise en compte. Bien. On va lui dire encore. Vous êtes le numéro. Non. Je sais pas encore dans combien de minutes ça va être pour moi. Ok. Ok. Vous êtes le numéro. Donc, le numéro, on doit lui dire quel numéro. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les clients ayant commandé. Ouais. Point. Size. Ok. Ici, une fois qu'on lui affiche les détails de sa commande, on peut revenir au menu principal en fait. Ok. Voilà. On revient au menu principal.